Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 397 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la preview, la grande preview tactique des finales de conférence Est entre les New York Knicks et les Indiana Pacers. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. New York Knicks, Indiana Pacers, les finales de conférence, la grande preview tactique de ces finales de conférence Est 2025. Bon, déjà, je suis un peu obligé de commencer par ça. On va pas se mentir, on ne s'attendait pas à ça. Hein. On s'attendait à toute autre chose. Depuis des mois et des mois, on avait en ligne de mire un peu ces finales de conf Est pour le choc, l'affrontement Boston contre Cleveland qu'on n'aura pas. On n'aura pas malheureusement pour diverses raisons. Alors, j'ai pas fait de bilan de ces séries-là, bilan tactique. Bon. Il y a une série où on avait parlé des premiers matchs en quotidienne, live Twitch, rejoignez-nous si ça vous intéresse. Mais on avait parlé du fait que il y a 2-3 trucs qui ont pas marché. Côté Boston, il y a une attaque qui a un peu ronronné parfois. Il y a surtout des fins de match qui ont été mal gérées. Bon, il y a aussi du crédit à donner aux Knicks pour le coup, mais blessure de Tatum, ça a été un peu plié à partir de là. Et puis l'autre côté, la série d'Indiana, je pense que je maintiens un peu le fait que Cleveland a un peu des problèmes, je vais pas dire structurels, mais pour moi c'était un peu le défaut, c'était à quel point est-ce qu'on peut vraiment punir sur des 1 contre 1, à quel point est-ce que les moteurs offensifs ont un peu ce côté implacabilité. Néanmoins, il faut quand même préciser qu'on a une série où, bon, sans retirer une once de crédit aux Pacers, mais en plus des très bonnes choses tactiques qu'ils ont fait, il y a aussi la surchauffe à 3 points, où ils font 4 matchs à plus de 40%, ils font 2 matchs à 50% à 3 points et 2 à plus de 40 ou 41, 42, je sais plus. Mais bon, voilà, forcément, il y a cette surchauffe à 3 points qui en plus a été combinée de l'autre côté avec une sous-chauffe à 3 points de la part de Cleveland. Donc bref, on n'a pas ces finales de conférence, c'est un peu dommage, mais néanmoins, on a des finales de conférence de l'autre côté qui, les finales réelles, non pas rêvées, mais réelles, qui sont toutefois assez intéressantes. Donc, on va essayer de se faire une preview tactique aujourd'hui de ça. Finale de conférence Indiana Pacers, finale imprévue, néanmoins intéressante. Bon, je pense qu'on peut commencer par un côté du terrain, c'est peut-être le côté attaque des Pacers et défense des Knicks, qui est peut-être le côté sur lequel les choses peuvent se jouer, dans le sens où, moi, là où j'ai peut-être le plus de doutes par rapport aux Knicks, ça reste un peu la défense. C'est une équipe de Thibodeau, on est d'accord, mais on est sur une défense qui est quand même un peu moins performante vis-à-vis de la présence de Towns, pour le coup. C'est vrai que comparé au standard un peu récent des Knicks depuis 3-4 ans, on a la moins bonne défense des Knicks depuis cette période. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont 12e de NBA cette saison, 12e sur 30 en série régulière. Et plus que ça, je pense qu'il faut aussi accentuer ça par le fait qu'il y a quand même 2 maillons faibles. Il y a Jalen Brunson et puis il y a Karl Anthony Towns. Et c'est vrai qu'on a affaire avec 2 maillons faibles. On est dans une NBA, vous le savez, depuis une petite dizaine d'années où c'est la guerre du maillon faible. Donc chaque élément qui peut être ciblé va être ciblé, en tout cas doit l'être, mais souvent va être ciblé, va être mis à mal. Et dans le cas des Knicks, il y a un peu ce truc où, bon, la défense, ok, Anunoby, Michael Bridges, etc. Josh Hart, évidemment. Ok, il n'y a pas de problème. En plus, Mitchell Robinson qui est revenu et qui nous fait une top série contre les Celtics avec le rebond offensif, même la défense, un peu de pick and roll, etc. etc. D'accord, mais il y a quand même deux points de tension assez évidents que sont la défense en premier rideau et Brunson, et puis l'aspect aussi du pivot. Le pivot, donc Towns, c'est quand même 2 éléments à ne pas sous-estimer dans une défense, et en l'occurrence, on a 2 maillons faibles de ce côté-là. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense que ayant affaire à une attaque un peu chirurgicale, très méthodique, très dans le flow aussi, c'est pas un play calling à l'ancienne, bizarrement, alors que Rick Carlisle avait toujours été à son époque au Mavs un peu un des vieux de la vieille, encore un des derniers à faire un play call action par action, là où de plus en plus de coachs le faisaient moins. Mais là, on arrive aux Pacers et finalement, on est free flow beaucoup plus qu'avant, avec des concepts, avec plutôt des idées, des grandes lignes à suivre, plutôt qu'un play calling action par action. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au milieu de ce free flow, au milieu de cette débandade en transition, accélérer le jeu, transition ou semi-transition, il y a tout de même, mine de rien, les atouts pour mettre à mal des maillons faibles. Donc, on l'a vu, contre les Pacers, ça a été d'aller cibler des petits, donc Garland quand il était sur le terrain, mais aussi Mitchell, et aussi Ty Jerome. Malheureusement, Ty Jerome n'a pas produit l'attaque et il a été handicapant en défense. Mais voilà, ça, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'on ait finalement Brunson qui soit ciblé encore et encore et encore et encore,
Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on a un passeur génial avec Haliburton, évidemment, et que surtout, on a des très bons petits qui vont pouvoir poser de très bons écrans. Soit poser de bons écrans, soit sinon être de très bonnes menaces également post-écran, donc rouler au panier ou rouler au pick and pop. Et c'est vrai que de ce point de vue match-up, en fait, la question, ça va être aussi où est-ce qu'on met Brunson? Sur qui est-ce qu'on peut essayer de le cacher? Parce que je pense que de base, on va partir sur une philosophie la majorité du temps où on ne va pas vouloir qu'il switch sur Haliburton ou qu'il switch sur un tel ou un tel, mais principalement Haliburton, parce que si on switch, on donne le 1 contre 1, et c'est des 1 contre 1 que Haliburton peut punir. Donc, on veut pas switcher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire a priori du edge and recover, ou alors du hop, on gêne le porteur de balle le plus possible, et ensuite je reviens sur le poseur d'écran. Mais donc, il y aura un décalage quelque part. En l'occurrence, on le met pas sur Haliburton. Je ne pense pas qu'on va vouloir le mettre sur Nembhard, parce que Nembhard, en fait, est un bon porteur de balle également. Donc, le mettre sur Nembhard, c'est peut-être offrir ce genre de 1 contre 1 où les Pacers n'ont même pas besoin trop de travailler pour aller cibler du Brunson. Donc, je ne pense pas. Je pense que plutôt, on devrait le retrouver sur du Aaron Nesmith. Ce serait un peu ça mon pari vis-à-vis du fait que Nesmith n'a pas trop de ballon. Donc, c'est peut-être la moins pire des options, c'est de mettre Brunson sur Nesmith et de se dire, a priori, on n'aura pas trop de pick and roll ou d'isolation ou de post-up de Nesmith sur Brunson. Mais le truc, c'est que, quand il va y avoir ce genre de situation, c'est-à-dire notre ami Haliburton qui va appeler ses pick and roll entre petits, ou en faire monter sur l'écran impliquer Brunson, il va y avoir forcément un décalage. Et donc, forcément, un Brunson qui va gêner Haliburton puis revenir, mais le temps qu'il revienne, Nesmith est une très bonne option de pick and pop. Donc, ou même juste, je roule un peu au panier ou dans la mi-distance, et puis ensuite j'attaque le décalage, je le fais vivre, etc. etc. Donc, ça, je pense que c'est un dilemme. Et le problème, c'est que on a aussi à faire, précisons-le, ça rentre un peu dans cette conversation, c'est que cette chasse au mismatch, elle va être amplifiée et optimisée et sublimée par le spacing parfait de nos amis les Pacers. Et c'est en ça que Indiana est à ce point dangereux sur demi-terrain, sur jeu posé, et sur ce ciblage de maillons faibles, c'est que on n'a pas affaire à une équipe qui a genre un Haliburton ou un top porteur de balle qui peut cibler un tel ou un tel, mais par ailleurs un mauvais spacing et donc ce qu'on appelle une valve de décompression, genre un pivot, non, ok, il est pas à 3 points, on peut l'abandonner, et puis on fait un edge sur Haliburton au moment de l'écran, plus un troisième homme qui vient couvrir le pick and pop momentanément, et qui peut le faire parce qu'on abandonne un tel ou un tel côté faible, qui est pas dangereux sans ballon, etc. etc. Non, là, on n'a pas du tout affaire à ça. Donc, il y a un peu ce dilemme de... On a des Knicks qui aiment bien en général venir aider sur les actions, qui sont parmi les équipes les plus agressives en termes de aide depuis le côté faible avec Thibodeau. Mais là, si on le fait, on va au devant de grandes déconvenues, comme dirait Aimé. Mais non, mais le fait est que pour gérer ce décalage, tu viens le compenser avec un troisième homme éventuellement, sauf que dans ce spacing, premièrement, extra passe, et on trouve l'ouverture, ou même, au bout d'un moment, peut-être même que Haliburton peut lui trouver directement l'option libre. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a un troisième homme qui fait la rotation pour couvrir le pick and pop de Nesmith, peut-être que Haliburton peut attendre une demi-seconde de plus et faire la skip passe directement vers le mec ouvert. Et là encore, spacing absolu qui permet de sublimer cette chasse au mismatch. Où, en fait, t'as pas le droit à l'erreur et t'as pas le droit. T'as pas de marge d'erreur, quoi. T'as pas cette possibilité de dire, lui, on peut ne pas aider à partir de lui, et puis couvrir le reste et compenser. Non, c'est pas possible. Donc, premier point assez intéressant et assez important même, surtout, c'est cette bataille de quid de la chasse au Brunson. À quel point les Pacers vont le faire, à quel point ça va marcher. D'ailleurs, je parle de Haliburton, mais finalement, comme dit, ça peut se faire à travers et via plusieurs joueurs. Je pense que Nembhard aussi peut être très cool pour faire ça. Et puis même en sortie de banc, un TJ McConnell également. Donc voilà, ça c'est un peu la partie jeu posé, pick and roll entre petits. Il y a aussi des pick and roll entre gros. L'attaque peut aussi passer par là. C'est vrai que j'ai pas encore précisé, mais globalement, la série contre les Cavs, le plan de jeu, le choix offensif des Cavs, ça avait été de dire on switch absolument tout contre les Pacers, parce que les Pacers, tu leur donnes le moindre décalage, un peu ce que je viens de dire, le moindre décalage, j'y pense maintenant, mais le moindre décalage dans ce spacing, finalement t'as spacing plus un passeur de génie, donc si tu ne switches pas sur l'écran, tu donnes un avantage, un décalage, et si tu restes à 2 contre 1 sur le porteur de balle, ça veut dire que tu as un surnombre ailleurs. Enfin, plutôt tu es en sous-nombre ailleurs en tant que défense, et c'est la recette magique de Haliburton qui peut trouver un mec ouvert, qui peut trouver le rollman, enfin le roll, qui peut trouver le shooter corner opposé si le roll est couvert depuis une aide du corner opposé, etc. etc. Donc
C'est un peu le problème. Et c'est pour ça que les Cavs avaient fait ce choix, qui paraissait étonnant, mais de se dire, on va switcher tous les écrans, notamment ceux de Haliburton, comme ça, aucun décalage, et on va essayer d'attirer Haliburton vers du 1 contre 1. Et en l'occurrence, j'ai parlé du fait que, oui, on a eu une surchauffe à 3 points côté Pacers, mais il n'y a pas que ça. Déjà, la qualité des 3 points a été fantastique. En termes de qualité de tir généré, c'était des 3 points très grands ouverts, en grande majorité. Donc voilà, c'était pas la même qualité de tir que les Cavs, par exemple. Mais surtout, on a eu également, je ne sais pas si vous en souvenez, mais un Haliburton, un Siakam, un Turner même au poste bas contre des mismatchs, ou même un Nembhard, je ne sais pas si je l'ai cité, mais voilà, bref. En gros, on avait les 4 créateurs principaux qui, eux aussi, ont été, je ne sais pas si on peut dire surchauffe, avec cette connotation un peu de hasard, mais en tout cas en réussite. Les Pacers ont été en grande réussite vis-à-vis du fait que Cleveland voulait ne concéder aucun décalage, donc offrir des mismatchs, plutôt offrir des 1 contre 1, et on préfère offrir ça parce que c'est le moins pire plutôt qu'offrir une fenêtre de passe pour un Haliburton qui peut te punir directement. Mais sauf que en face, Indiana a aussi été en réussite, ou surchauffe, ou choisissez le terme que vous voulez, mais ils ont mis quand même beaucoup de paniers. Et donc je pense notamment au fait que, d'accord, des catch and shoot, ils les ont mis beaucoup, mais également des situations où Haliburton a complètement rôti, grillé, recto verso, et tout ce que vous voulez, le pauvre Jarrett Allen sur des 1 contre 1 qui n'a pas tenu, alors que dans la théorie, je pense que c'était la bonne manière de faire, mais dans la pratique, juste la star offensive a brillé, donc il a mis quasiment tous ses paniers face à Allen, et pareil pour Nembhard. Nembhard, le shotmaking des pull-ups, notamment pull-up à 2 points sur des 1 contre 1, a été plus que ce qu'on aurait pu espérer, je pense, parce que, encore une fois, la qualité des tirs, elle était pas top, c'était des 1 contre 1, c'était des pull-up à 2 points, c'était des step back sur 1 contre 1, mais il les a mis. Il les a mis encore et encore. Et puis pareil pour nos amis les gros. Siakam et Miles Turner, c'était un des points qu'on avait soulevé un peu en preview, en mode, c'est pas dangereux de donner notamment à Miles Turner des 1 contre 1, parce qu'on sait pas trop s'il peut arriver à les punir. En l'occurrence, il a fait une série où il est arrivé à punir. Donc, c'est un peu le truc, c'est que le plan de jeu n'a pas marché, parce que les Pacers étaient en bonne réussite. Là, le truc, c'est que on devrait, je pense, un peu retomber sur l'aspect d'une défense qui ne peut pas tout switcher, même carrément pas switcher. Je pense que ça peut switcher de 2 à 4, 2-3-4, les postes de 3-4, ça va changer sur les écrans, d'accord, sauf que je précise tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'on va sans doute retrouver, non pas les vrais Pacers, mais les Pacers qui, à mon avis, sont peut-être la manière dont ils préfèrent attaquer. C'est-à-dire les Pacers qui ne doivent pas affronter des 1 contre 1. On l'a vu au tour précédent qu'ils ont puni ça, d'accord, mais eux, ils préfèrent des couvertures traditionnelles du pick and roll, faire des kick-out, trouver le rollman, trouver le pick and pop, parce que le porteur de balle attire de défenseurs, parce que ça doit affronter un drop, parce que ça doit affronter un edge, voilà, pas des switches. Donc là, avec Brunson et avec Cat, je pense qu'on va être sur une configuration de non-switch all, et voilà, je le dis en point de bascule, quid de Haliburton et à quel point est-ce que lui peut arriver à disséquer cette défense avec un Brunson qui ne switche pas et un Cat qui ne switche pas. Mais quoique, je parle de ça, mais c'est vrai que souvenez-vous, la série contre Boston, c'était un peu la surprise du chef, je trouve, de un Cat qui, sur pas mal de séquences, peut-être pas des fins de match, peut-être pas des... Enfin voilà, des fois non, mais une majorité du temps, on avait un peu la surprise de Cat se met à switcher. Un peu en mode switch all contre Boston, et on essaie de protéger derrière. Ça avait plutôt pas mal tenu, pour le coup. Donc je dis ça, mais au final, gardons un peu en tête que, possiblement, on pourrait voir, peut-être pas tout le temps, mais retester, voir si ça marche, retester un peu Towns en switch. Parce qu'en effet, si on défend traditionnellement, edge, soft edge, trap carrément agressive, 2 contre 1 pour le faire lâcher la balle, ça reste dangereux face à Haliburton. Donc, point de bascule également, et point à suivre, c'est à quel point est-ce que les Knicks vont oser aller en 1 contre 1 et switcher l'écran, et deuxièmement, s'ils le font, à quel point est-ce que ça peut tenir. À quel point Towns peut survivre sur ses isolations, pas facile à dire, isolations face à Haliburton ou face à Nembhard, etc., etc. Et à mon avis, c'est d'autant plus important et primordial que s'il y arrive à tenir, comme dit, ça vient totalement atténuer et neutraliser une partie de l'attaque des Pacers qui est de pick and roll, une ouverture, extra pass et décalage, voilà quoi. Donc ça, si on arrive à switcher, c'est peut-être, comme les Cavs voulaient le faire, c'est peut-être la moins pire des solutions face à une attaque des Pacers qui adorent avoir ce genre de décalage, parce que spacing plus passing, c'est un peu l'idée. Donc voilà, un peu pour jeu posé, il y aura ces deux éléments, la chasse au Brunson, la chasse au Cat. En l'occurrence avec Cat, c'est est-ce qu'on switch ou est-ce qu'on switch pas.
je précise également, au cas où ça ne switche pas, le truc, c'est qu'on a des options assez intéressantes, notamment le pick and pop, qui fait que, bon, bah, si Haliburton arrive à attirer, par exemple, en drivant pick and roll, il prend un écran qui part sur la droite, hop, j'attire main droite, j'attire les deux. Donc, je sais pas moi, Josh Hart ou Michael Bridges, n'importe lequel qui est sur Haliburton, lui plus 4, hop, je t'attire sur la droite et vers la gauche, le pick and pop de Turner. Et là, ça vient un peu déchirer la défense un peu entre deux, quoi. Donc il y a cette possibilité, cette option du pick and pop qui est évidemment assez énorme et qui fait que finalement c'est pas si problématique que ça de ne pas avoir une menace verticale. Je pense que je sais pas d'ailleurs, je sais pas, mais je serais un peu étonné de voir Kat. Alors le switch, d'accord, mais je serais étonné de voir Kat tester un peu du drop. Je pense pas, mais pourquoi pas à la limite, mais je veux dire, on n'est pas dans le cas d'une défense en drop où le big resterait très bas et donc pour punir ça, il y aurait besoin d'une menace verticale qui mettrait la pression dans le dos du drop, qui forcerait le drop à reculer et donc à ouvrir un chemin de drive, etc. etc. Je pense que cette absence de menace verticale d'élite chez les Pacers, en l'occurrence face à 4, c'est moins grave. Parce que le pick and pop peut sans doute suffire à lui seul à punir des 2 contre 1, à punir des edges dans ce genre de situation. Donc voilà, c'est assez simple, hein, mais je pense que une partie de la série va aussi se régler par rapport à ça, par rapport à qui va gagner un peu ce duel des pick and roll et du ciblage des petits. Après, il y a un autre aspect qui est tout de même assez important vis-à-vis de l'attaque des Pacers. Bon, en dehors de la recherche du maillon faible, en dehors aussi de l'efficacité à 3 points, parce qu'on a dit, ils étaient en surchauffe contre la série d'avant, bah quid de cette série ? Est-ce qu'on va rester ? Est-ce qu'on va avoir un retour à la moyenne qui va faire mal ? Ou alors non, pas du tout. Mais c'est important et c'est un point crucial, je pense. Mais en dehors de ça, en dehors de maillon faible et 3 points shot-making, on va dire, il y a aussi l'aspect avec les Pacers de la transition, qui est évidemment un aspect qui est primordial. Et quand on parle de transition, en fait, c'est presque caricatural et réducteur avec les Pacers, puisque c'est pas que de la contre-attaque. Leur philosophie, c'est même surtout la semi-transition. C'est-à-dire non pas une attaque genre en 2 contre 0 ou de la vraie contre-attaque, mais aussi juste accélérer le jeu et accélérer avant que la défense ne se mette en place. Pendant que la défense est en train de revenir et de se mettre en place, on attaque et on essaie d'attaquer un peu, si vous voulez, entre la 18e et 22e seconde de la possession, plutôt que juste remonter la balle lentement, mettre en place, jeu posé, tel écran, etc. Non, vraiment d'accélérer le jeu. Il y a ça, le rythme. Il y a aussi, vous le savez, vous l'avez vu peut-être contre les Cavs, l'aspect aussi qu'ils font beaucoup, c'est non seulement le rythme, mais poser des écrans très hauts. Et donc, McConnell qui est dans le backcourt, par exemple, ou Haliburton qui reçoit un écran limite soit ligne médiane, soit parfois dans son propre camp. Et ce qui fait que il arrive, il déboule à fond la caisse dans le camp d'en face, avec cette idée en fait d'utiliser cette semi-transition pour en fait créer des décalages de manière plus facile, parce que en termes de temps, en termes de rythme, t'as ce truc où la défense en face n'est pas prête, elle est pas en place, et puis même le fait de poser des écrans aussi hauts quand on remonte la balle, ça permet également d'avoir un terrain derrière qui est beaucoup plus grand. Sur jeu posé, si vous voulez, vous posez un écran au niveau de la ligne à 3 points, bon, il y a, alors, je sais pas combien c'est de mètres, mais voilà, il y a cet espace derrière. Si vous posez un écran ligne médiane, il y a beaucoup plus d'espace à gérer pour la défense. Vous pouvez sortir du pick and roll, vous sortez de l'écran déjà en mouvement et vous pouvez attaquer beaucoup plus d'espace. Donc, il y a ça qui est un peu un point clé par rapport aux Pacers, c'est ce qui leur permet aussi de générer à ce point des tirs à 3 points de grande qualité. C'est l'aspect de transition ou de semi-transition. C'est-à-dire qu'on peut débouler dans la raquette, on peut débouler dans le camp d'en face, déjà lancé, avant que l'autre puisse quadriller le terrain, avant qu'on puisse en fait rentrer dans la guerre du demi-terrain. Dans la guerre du jeu posé, les Pacers 24 et 25 sont un peu la preuve que non, les playoffs, c'est pas comme on dit à chaque fois, juste du demi-terrain et la transition arrête d'exister. Non. Les Pacers ont aussi une aussi grande qualité de tir et d'aussi grands offensive rating parce que des tirs faciles surviennent en semi-transition. Mais donc, pourquoi est-ce que j'en parle ? C'est que forcément, quand on parle de ça, à quel point est-ce que les Knicks vont arriver à stopper ça ? Ça a été un problème assez majeur pour les Cavs, mais en fait c'est un problème majeur pour tout le monde. C'est pas pour mettre à mal les Cavaliers, mais c'est un problème majeur pour tout le monde. Pour ça que, parenthèse, c'est peut-être la prochaine évolution, la prochaine révolution en NBA. On en avait parlé l'été dernier quand on parlait des Pacers justement, mais à quel point le mouvement en fait c'est pas juste la prochaine révolution, le mouvement et l'espace. Le fait d'utiliser non pas que le demi-terrain, mais d'utiliser un peu toute la longueur du terrain. Bref,
fermons la parenthèse, mais tout le monde a galère face à ça, parce que il y a tellement plus d'espace, et parce que tu peux pas tout gérer comme si tu avais juste un petit périmètre à gérer, quoi. Donc c'est compliqué, et là où c'est peut-être inquiétant, et ce sera un point de bascule, de voir à quel point nos amis Lennox vont arriver à le défendre ou pas. C'est que, mine de rien, les Cavaliers, en termes de personnel défensif, c'était quand même pas si mal que ça pour défendre la transition. C'est quand même plutôt une bonne défense de contre-attaque, les Cavs, à la base. Et c'est en plus, notamment, alors c'est un peu lié, mais c'est aussi une bonne défense de contre-attaque de base, parce que il y a une paire d'intérieur qui est assez mobile. Et donc, bon, ça fait pas tout, mais ça aide quand même d'avoir des Jarrett Allen, des Evan Mobley, plutôt que des gros lourds. Ça aide à bien défendre en transition. Généralement, on remarque une certaine corrélation entre les équipes qui ont des intérieurs plutôt mobiles et les défenses qui sont bonnes au repli défensif. C'est assez simple comme lien. Alors, c'est pas causalité, mais c'est très forte corrélation, on va dire. Mais pour le coup, c'est vrai que les Knicks, bon, ils peuvent parfois aligner des line-up qui sont un peu moins géniaux de ce point de vue-là. Je pense que si on peut avoir un Cat ou on peut avoir un Mitchell Robinson qui peuvent un peu perdre cette course du repli défensif ou cette question de la mobilité. Je pense que de base, intrinsèquement, je vais préférer prendre une raquette Jarrett Allen, Evan Mobley pour couvrir un peu du repli. Surtout que quand on rajoute aussi dans la rotation un mec comme Dean Wade ou des mecs comme ça, voilà, c'est quand même plus rassurant de base. Néanmoins, malgré un peu ce côté où on pourrait dire intuitivement, ils sont moins mobiles, les bigs des Knicks, toutefois, il y a quand même le fait que si on s'attarde un peu sur ce qu'ont fait les Knicks cette saison, et en fait depuis toujours, c'est un peu la recette Thibodeau, il a toujours des top défenses de contre-attaque. Voilà, c'est même assez spectaculaire, et là, cette année encore, en fait, cette année, les Knicks, malgré donc du Towns, qui est pourtant pas, qui n'a pas l'air comme ça d'être le meilleur de NBA en termes de mobilité, de repli, etc. C'est quand même une défense qui est quasiment top 5 en termes de défense de contre-attaque. Donc, en termes de nombre de contre-attaques autorisées, ils sont pas 5e, ils sont 6e. Et puis même en efficacité des contre-attaques autorisées, 7e. Donc, en réalité, on a quand même ce truc de c'est pas si mal que ça, c'est même plutôt très bon, les Knicks, en général. Parce qu'il n'y a pas que le pivot, justement. C'est pour ça que je parlais de corrélation et pas causalité. Mais il y a le fait qu'en dehors du pivot de Towns ou même de Robinson, on a une escouade d'élite par rapport à ça. On a d'ailiers, je veux dire. C'est-à-dire Anunoby, Josh Hart, Mikal Bridges, Miles McBride ou des mecs comme ça. Et bref, de toute façon, même tactiquement, l'accent est mis sur ce domaine du jeu, pour le coup. Donc voilà, c'est quand même hyper intéressant parce que on va dire que de base, les Knicks pourraient avoir de bonnes armes ou reformulons-le peut-être, c'est un point de bascule à suivre. À quel point les Knicks peuvent arriver à gêner et atténuer cette transition offensive d'Indiana, parce que si ils y arrivent, je pense que, bon, on va pas dire 80, mais il y a peut-être 50% du boulot qui est fait, quoi. Si vraiment les Knicks arrivent à stopper et à freiner, non pas totalement, mais en grande partie, les contre-attaques et la semi-transition des Pacers, et les empêchent d'accélérer le jeu et le tempo, je pense que il y a 40-50% du travail qui est fait, quoi. Donc voilà, c'est aussi un point de bascule à suivre, en plus des maillons faibles, en plus du shot-making à 3 points qui sera à surveiller. Il y a aussi la bataille de la transition. Et puis dernier point également vis-à-vis de ce côté-là du terrain. Alors on va essayer de faire court aujourd'hui, donc je vais pas non plus détailler 14 000 trucs, mais au moins au niveau de ces gros enjeux, je me demande aussi à quel point est-ce qu'on n'a pas une carte à jouer côté Knicks vis-à-vis de la bataille des possessions et des turnovers, parce que c'est vrai que c'est un truc qui était ressorti vachement sur la série contre les Cavs, et même en général, les Pacers sont une équipe qui protège très bien le ballon, en fait. C'est une équipe qui en attaque a très très peu de déchets. Je crois qu'ils sont 3e de NBA en termes de déchets. Aussi pourquoi ? Parce que la balle passe souvent entre les mains de Haliburton, qui est plutôt un excellentissime decision maker. Donc voilà, on a cet aspect où l'attaque est finalement assez simple. On n'a pas tant que ça de passing pour le coup dans cette attaque, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais au final, on a cette question de l'attaque qui tourne avec des passeurs géniaux, des très bons decision makers, Haliburton, ou sinon c'est TJ McConnell. Mais à part ça, c'est juste rythme, spacing, contre-attaque, et il y a un aspect où on dégaine des tirs assez rapidement et presque parfois en première intention, et donc il y a assez peu de prise de risque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire aussi à une défense qui peut être pas mal là-dedans, qui peut vraiment être pas mal du tout dans cet aspect de création de turnover. Les Knicks ont une défense qui, en dehors de Brunson et de Cat, qui n'apparaissent pas comme des évidences à cet égard, mais c'est une défense qui peut être top 10, qui est top 10, non 11e, pardon, pas top 10 techniquement, mais 11e de NBA cette saison en termes de création de turnover. Mais
au-delà de ce chiffre moyen de moyenne de saison régulière, pardon, il y a aussi, vous le savez, des sacrés playmakers défensifs dans cette équipe. Hein. Playmaker défensif, c'est capacité à créer des turnovers, notamment. Je pense à des Anunoby, je pense à des Mikal Bridges, les fins de match contre Boston, notamment. Je pense à des Josh Hart aussi. Je pense à même à un Miles McBride, pardon, qui peut être crucial dans cette série en termes de match-up individuel face à Liberton ou face à McConnell d'ailleurs. Mais je me pose la question de à quel point ça peut un peu affecter l'attaque des Pacers. Dans le sens où si tu arrives à caler un bon gros défenseur, un Mikal Bridges long, ou alors parfois par séquence un McBride qui peut être hyper agressif également sur Liberton ou sur McConnell, à quel point voilà, tu peux pas un peu gêner ça et forcer beaucoup de turnovers et s'il y a un peu de gratter de la valeur comme ça, un peu gagner la bataille des possessions et entraîner pas mal de déchets et de possessions infructueuse pour les Pacers que toi tu récupères et que tu peux même ensuite exploiter en tant que transition offensive, en tant que contre-attaque, toi, en tant que Knicks, je veux dire. Donc ouais, là encore, on ne fait pas de prédiction, mais à voir à quel point est-ce que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Cet aspect-là vis-à-vis de la bataille des turnovers. À quel point est-ce que les Knicks peuvent un peu venir atténuer ça, provoquer beaucoup de déchets et qui sont en plus l'effet qui se coule, hein, c'est que non seulement tu réduis les points et les chances des Pacers, mais tu arrives à générer via ça des points faciles pour toi en contre-attaque. En l'occurrence, on n'a pas affaire à une équipe des Knicks qui se projette beaucoup, mais plus tu arrives à choper des points faciles en contre-attaque, mieux c'est. Donc oui, en effet, tout ceci est intéressant à surveiller vis-à-vis, et on n'a pas encore parlé, mais c'est un peu lié, vis-à-vis de la question des match-up. Qui va défendre sur qui? On a déjà un peu parlé de Brunson, où est-ce qu'on peut le cacher? Je pense que ça va être un peu sur des Aaron Smith ou des mecs comme ça. Donc plutôt l'ailier, plutôt le joueur offensif le moins intéressant. Je pense que de l'autre côté, on va rester comme d'habitude, c'est-à-dire Thibodeau qui va pas jouer avec les match-ups de pivot, il va rester le 5 sur le 5, je pense. Donc un 4 qui va être sur du Miles Turner. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant comment est-ce qu'on peut organiser le reste. Je dirais plutôt du Anunoby sur Siakam, je pense, parce que comme ça, à lui seul, il y a un peu cet effet presque dissuasif de de toute façon, Siakam n'a peut-être pas trop intérêt à attaquer frontalement, en post-up, en isolation. Il n'y a pas trop de gains potentiels parce que en face, il y a un très bon défenseur. Donc, hop, de cette manière, tu supprimes quasiment directement, de par ce seul match-up, les points faciles, on va dire, que Siakam pourrait avoir contre un autre type d'intérieur. Donc Anunoby sur Siakam, un peu les anciens de Toronto, au passage, et ce qui permet de garder et de mettre la longueur de Mikal Bridges un peu sur Liberton. Sachant que voilà, le côté passing par-dessus les prises à deux, le côté tout ça, ce que Liberton aime bien faire. C'est vrai que c'est assez pratique d'avoir cette longueur de bras de Mikal Bridges sur lui. D'autant que Haliburton, pour le coup, c'est pas quelqu'un qui va aller te chercher au contact. C'est pas un mec qui va baisser l'épaule, descendre le centre de gravité, te dégager du chemin et aller créer un chemin de drive en te bousculant. Ce qui est un peu la faiblesse de Mikal Bridges. Hein. Donc, par exemple, si on devait affronter un Luka Doncic, je suis pas sûr que Mikal Bridges serait le fit parfait. Mais là, contre un Haliburton, les faiblesses de Mikal, manque de puissance, sont pas hyper exposées, vont pas être hyper exposées, pardon. Et au contraire, ses forces pourraient se déployer et être largement un avantage contre Haliburton. Donc voilà, peut-être du Mikal Bridges, et ce qui nous laisse donc notre ami Josh Hart, qu'on pourrait placer sur du Nembhard. Ça pourrait un peu s'organiser comme ça. Alors peut-être, sans doute même que ça va varier. Hein. On va aussi beaucoup alterner. Mais ouais, je pense que ça peut un peu s'organiser de telle manière, ce qui d'ailleurs au passage peut créer un peu des cross-matchs en transition. Parce que si par exemple tu as Josh Hart qui va défendre un petit en défense, qui défensivement est un poste 2, donc si on le met sur Nembhard, et que de l'autre côté, les Pacers, eux, veulent mettre sur Josh Hart un Miles Turner, par exemple, donc mettre le pivot sur un non-shooter, comme ça on lui dit, t'as pas besoin de défendre Josh Hart dans le périmètre, tu peux rester autour du panier et tu ignores Josh Hart. Forcément que sur des étapes de transition, ça va créer des cross-matchs. Ça va créer des trucs de « Ah mince, on voulait plutôt Turner sur Josh Hart, sauf qu'avec le repli, on a réussi à avoir... Nembhard a dû rester sur Josh Hart, etc. Donc ça crée un peu de la confusion par rapport à ces transitions, ce qui peut profiter au final aux Knicks en un sens. Donc voilà, tout ça à suivre évidemment, et je pense que j'ai parlé des titulaires là, niveau match-up, mais McBride, je m'attends aussi à ce qu'on puisse avoir pas mal de minutes de qualité de son côté, et notamment sur la défense du point d'attaque. Alors soit on peut le laisser juste à lui seul pour la seconde unité, comme ça c'est un atout de choix par rapport au moteur de la seconde unité qui est TJ McConnell. Ça peut être cool un peu de juste faire simplement matcher les minutes un peu comme ça. Soit sinon, je m'attends aussi à ce qu'on ait
pas mal d'opportunités aussi de McBride, un peu avec les titulaires et contre Haliburton. Je pense que, là encore, c'est un match-up intéressant vis-à-vis des Pacers. Donc voilà. Voilà pour ce côté-ci du terrain. Attaque Pacers contre défense des New York Knicks. Et donc on passe à l'autre côté du terrain, l'attaque des New York Knicks contre la défense des Pacers. Et c'est intéressant parce que c'est peut-être de ce côté-là que côté Knicks on pourrait gratter le plus de valeur et finalement un peu gagner la série, dans le sens où les Pacers sont une meilleure défense qu'auparavant, mais ça reste pas, ce n'est toujours pas une défense d'élite. Donc après vous me direz les Knicks non plus, mais c'est peut-être là qu'il y a le plus de doutes pour moi. Encore une fois, on n'est pas sur l'an passé ou il y a 2 ans où ils étaient dernier tiers de NBA, même carrément parfois top bottom 5 de NBA, 24 ou 26e en défense par exemple. Là on a une défense qui est 13e cette saison, donc on a un peu quand même resserré les vis. Alors on va pas détailler pourquoi, mais c'est passé par plusieurs éléments notamment, mais je veux dire on a quand même des éléments intéressants sur l'attaque des Knicks qui pourraient faire que bon, cette défense des Pacers qui est pas mal, mais qui est pas parfaite, pourrait un peu souffrir. Donc déjà le premier, assez simplement, c'est Brunson, Jalen Brunson, et c'est un truc où je trouve que les Cavs ont un peu échoué. C'était de faire des pick and roll entre petits et surtout arriver à punir un Haliburton. Clairement, il y a eu un effet où, les Pacers ont aussi bien réagi. Haliburton alternait un peu entre switch ou non switch, mais je pense que Mitchell a été pas mal là-dessus. Mais Garland a été un peu moins bon. Alors Garland était blessé également, mais ce que je veux dire c'est que Brunson a un peu cette capacité pour moi, peut-être un peu plus rassurante, en tout cas en théorie, d'aller cibler un petit, de faire des pick and roll entre petits, d'amener Haliburton dans l'action, et ensuite selon ce qui se passe, soit il y a un switch et il peut punir le switch, soit ça ne switche pas, et donc on peut passer parce qu'il y a un décalage. Mais je suis quand même assez confiant là-dessus, premièrement, et de l'autre côté je suis également pas mal confiant sur les autres types de pick and roll, et notamment pick and roll avec des gros pick and roll un peu classiques, on peut l'appeler comme ça, dans le sens où comment vont défendre les Pacers, ça me paraît intéressant. Le truc un peu de base, c'est que les Pacers et Miles Turner sur des pick and roll 1-5 avec le pivot va défendre en drop, donc peut-être pas un deep drop, il fait jamais un deep drop où il reste très très loin et très très bas par rapport au niveau de l'écran, mais on va dire soit un drop, soit un soft edge où il monte au niveau de l'écran mais un peu plus bas, quoi. Grosso modo on laisse venir mais on contient, donc voilà, à 1 mètre et demi ou 2 mètres de l'écran, mais pas si bas que ça. Et c'est vrai que ça, dans ce genre de situation, bon, on peut quand même être confiant sur le fait qu'un Brunson arrive à pénétrer balle en main et puis arrive à punir, soit si c'est un drop avec son pull-up ou son flotteur, soit directement aller au panier, attirer les fautes, etc., etc. Et de l'autre côté, si peut-être les Pacers se posent la question un peu comme contre les Cavs, d'augmenter un peu la pression pour empêcher qu'à l'époque un Mitchell ait autant d'accès au panier, ils avaient commencé un peu à faire des edges au niveau des pick and roll, donc le faire monter au niveau de l'écran, un peu plus au niveau de l'écran, un peu plus agressif pour réceptionner le ballon plus tôt et pour empêcher qu'il y ait cette prise d'élan et qui gagne en momentum et qui fasse un peu le drive nord-sud, quoi. Donc ça pourrait être un élément intéressant, mais il faut rappeler aussi que là encore, il y a ce truc de soit Turner va être sur 4 et donc il y a l'option du pick and pop qui peut punir assez facilement tiens, on reste à 2 sur Brunson qui peut libérer vers le pick and pop, donc c'est un peu ça, c'est intéressant. Soit sinon, si en effet nos amis des Pacers mettent Miles Turner sur Josh Hart, eux également, comme beaucoup de monde le fait, on a aussi l'option de Josh Hart, bon, c'est pas de la verticalité d'élite, mais contre un edge, donc si Turner monte relativement haut au niveau de l'écran, voire même un peu au-dessus, et ce genre de prise à 2, ça laisse un peu le short roll, donc le roll un peu dans la mi-distance pour Josh Hart, et dans le cas où Brunson arrive à libérer, Josh Hart peut ensuite attaquer le surnombre. Donc plus tu montes haut, plus tu vas laisser un peu de l'espace derrière, c'est l'idée. Et cet espace derrière, Josh Hart, il peut rouler au panier, pas en verticalité en alley-oop, mais on a vu que contre Boston, il y a des fois il roulait au panier plutôt pas mal, ou il y a des fois il faisait son action sur short roll. Donc la passe en mouvement sur ce surnombre, post prise à 2, on va dire. Donc c'est un peu la question pour moi de quelle couverture va être utilisée de la part du pivot d'Indiana, et donc aussi sur qui est-ce qu'il va être placé, c'est aussi le corollaire. Et puis c'est vrai que de l'autre côté il y a aussi l'aspect avec Brunson, un peu comme toujours, Jalen Brunson au final c'est pas un passeur génial, c'est un bon passeur, mais c'est pas un passeur génial, et c'est aussi un passeur qui peut parfois être limité de par sa taille. Mais en l'occurrence les Pacers ont-ils les outils et le personnel pour
tenter des blitz, pour tenter des prises à deux, pour tenter des trucs assez agressifs et donc un peu aller titiller ce passing, ce manque de passing ou ce manque de taille. En tout cas, je suis pas sûr pour le coup. Je suis pas complètement convaincu. Autant avec Boston, il y avait une certaine flexibilité, certains profils qui pouvaient le faire. Autant là, avec les Pacers, bon, bah, je pense qu'un Siakam peut le faire, mais on parle pas de ça. Mais on parle de quand on va cibler et impliquer Turner. Est-ce qu'on va être à l'aise pour que Turner fasse des prises à deux carrément agressives, pour du blitz, des trappes, des trucs hein, vraiment où on monte au-delà du niveau de l'écran pour le faire lâcher la balle ou pour l'étouffer, au contraire? Je sais pas. J'avoue que je suis pas sûr que ça puisse arriver, parce que ça reste quand même assez risqué et que voilà, il faut que ça soit bien exécuté. Donc je ne sais pas, mais il y a un peu toujours cette carte à jouer éventuellement côté Pacers. Et de l'autre côté, je m'attends aussi à ce qu'on ait côté match-up, hein, pareil. Sans doute du Naismith ou Nembhard d'ailleurs. Peut-être c'est ça la question intéressante. Peut-être on va alterner d'ailleurs. Les deux sont quand même très bons. Nembhard a peut-être un peu plus ce côté plus petit, mais plus point d'attaque, plus défense au point d'attaque, navigation d'écran, rester accroché comme ça sur des profils un peu petits. Donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est la qualité du premier rideau peut aussi influencer quel type de couverture on fait derrière et à quelle hauteur on fait monter Miles Turner. Mais on va pas faire Madame Irma encore une fois, mais en tout cas surveiller point de bascule. Quid de la couverture et donc quid de la réponse en face des Knicks et à quel point est-ce que Brunson peut punir ou pas le type de couverture. Mais pour l'instant, on est un peu obligé de rester vague parce qu'on ne sait pas sur qui sera Turner et quel va être un peu au fur et à mesure de la série, petit à petit, les différents types de couverture qui vont être utilisés. Je pense qu'on va varier, un peu comme contre les Cavs, ça va un peu varier. Mais voilà, c'est un point important et un point où je pense que moi, en tout cas, je reste assez confiant par rapport à ça et par rapport à Brunson. Donc, l'attaque de Brunson sur des petits, sur des gros, ça c'est finalement assez cool. Et même d'ailleurs, aussi, pourquoi pas de l'isolation. C'est peut-être aussi l'intérêt d'avoir un Naismith, c'est que Naismith, il est un peu plus gros, un peu plus grand, un peu plus costaud, donc ça peut dissuader un peu ça. Par contre, c'est vrai que j'ai aucun mal à imaginer un Brunson sur jeu posé ou alors sur semi-transition, un peu aller tenter face à Nembhard, le plus petit Nembhard, de l'isolation. Et de l'attaque un peu frontale en mode bully ball, quoi. Nembhard est très très mobile, mais Brunson lui a quand même quelques kilos, un centre de gravité assez bas et une capacité un peu à bouger ses défenseurs. Donc voilà, ça aussi, ça dépend du match-up qui va être sur lui. Mais face à du petit défenseur un peu plus léger, je pense qu'on peut s'attendre à ce que Brunson joue un peu là-dessus et attaque un peu via ce genre d'isolation ou de situation un peu plus frontale, voire même un peu de post-up, hein, pourquoi pas. C'est aussi un truc que parfois les Knicks aiment bien faire, du post-up pour Brunson, paradoxalement. Mais l'autre aspect, qui est toujours un peu clé chez les Knicks, c'est quid du deuxième moteur d'attaque, quid de Towns. En l'occurrence, l'impact de Towns et son utilisation va aussi dépendre beaucoup des match-ups. Voilà, de vraiment qui est-ce qu'on met sur qui au final, parce que si on reste un peu de manière classique, c'est-à-dire le poste 5 sur le poste 5, ça serait du Miles Turner contre 4. Dans ce genre de situation, je pense que le plus simple et le mieux finalement, ce serait de dérouler un peu des systèmes en delay et bon, globalement de rester sur une utilisation où Towns va être utilisé via son drive, via sa mobilité depuis le périmètre, attaquer face au jeu, poste haut ou même carrément à 3 points, donc les fameux delay ou 5 out. Voilà, c'est un peu le truc qui paraît logique, qui paraît cohérent, de quand il y aura le match-up, Turner, on le fait attaquer face au jeu et dans l'espace, et à l'inverse, si on décide de planquer Turner sur Josh Hart, et donc que c'est à Siakam de se charger de notre ami Kat, c'est vrai que là on peut imaginer plutôt des situations et des configurations où on va le faire plutôt attaquer poste bas. Non pas que Siakam d'ailleurs soit pas bon au poste bas, donc ça sera également à surveiller le taux de réussite, mais c'est quand même un peu plus envisageable vis-à-vis de la taille, vis-à-vis de ce genre de choses. Et puis pareil, si on a du Siakam sur 4, il y a aussi d'autres conséquences, notamment vis-à-vis du pick and roll, parce que je pense qu'un Turner ne va pas switcher, je ne pense pas. Après, si on a un pick and roll Brunson, 4 et 4 défendu par Siakam, sans doute que les Pacers vont être plutôt en mode switché, peut-être pour concéder aucun décalage. Donc dans ce genre de situation, avoir Siakam sur 4 permet de, hop, tu poses en écran, tu obtiens le switch et ensuite, pourquoi pas, tu envoies au poste bas 4 contre Nesmith, contre Nembhard, etc., etc. Et donc là, il y a un vrai truc à faire. Mais vous voyez que là encore, tout ça part du fait de quels vont être les match-ups et comment est-ce qu'on va organiser la raquette et les match-ups défensifs vis-à-vis de Josh Hart ou Kat.
de la raquette, évidemment de nos amis des Pacers. Donc voilà, plein de possibilités. Et bon, c'est un point de bascule assez évident, mais c'est vrai que à quel point Kat peut être productif, ou au-delà de ses points, de ses propres points, la création un peu de décalage, poste bas et puis attirer les prises à deux et ressortir, c'est évidemment une manière d'attaquer et d'initier l'attaque qui est assez intéressante. Mais là où moi j'aime bien l'aspect de face au jeu, l'aspect de pick and roll également, c'est que pour moi la faiblesse des Pacers défensivement, c'est clairement ce qu'on appelle le deuxième rideau. Donc les rotations en deuxième rideau, les rotations côté faible, il y a un décalage qui est fait dans le périmètre et ça drive. Il faut que quelqu'un vienne le réceptionner avec le bon timing, la bonne aide au panier, etc., etc. Voilà, un peu le schéma classique. C'est vrai que les Pacers, c'est peut-être ça leur faiblesse. Au niveau de la défense, c'est à mon avis, hein, et on a vu d'ailleurs des séquences où les Cavs arrivaient à dérouler des actions et où l'aide était jamais en bonne position, où il y a trop d'espace à couvrir, où il y a pas, voilà, le personnel n'est pas doué pour ça. Autant ils ont pas mal de monde très très bon sur le point d'attaque et sur la gestion de ce genre de choses, le premier rideau, on va dire. Autant apporter des aides en deuxième rideau, c'est pas totalement ça. Et donc en plus, si tu arrives à impliquer sur l'action et dans le périmètre un Miles Turner via du pick and roll ou via n'importe quoi, hein, même des séquences en 5 out, ça veut dire que tu affaiblis encore plus le deuxième rideau et la protection de panier des Pacers. Et donc ça, c'est évidemment très intéressant. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que, par exemple, hein, surveiller la bataille, à mon avis, du panier, ça peut être un point clé. Parce que, bon, je parle de deuxième rideau et donc l'aspect tactique de comment se font les choses. Si on parle de résultats, je peux vous dire qu'en termes de stats, les Pacers ne sont pas du tout une bonne défense du panier. Alors, en termes d'efficacité, si, ils arrivent à plutôt autoriser une faible efficacité. Par contre, il y a beaucoup de tirs qui sont tentés au panier. Parce qu'il n'y a absolument pas ce truc de dissuasion, il n'y a pas du tout ces rotations, etc., etc. Donc, là encore, à surveiller, on a affaire à une défense qui est dernier tiers de NBA en termes de nombre de tirs concédés au panier. Quand tu affrontes le drive de 4, mais surtout le drive de quelqu'un comme Brunson qui va au panier, qui va jusqu'au panier, qui attire beaucoup le lancer franc, attention, bataille clé de gestion des cuts et gestion du deuxième rideau, protection de panier de manière générale. Et puis, il y a aussi un dernier point par rapport à ça qui me semble tout de même intéressant, c'est les turnovers. Turnover, on a affaire à une attaque des Knicks qui perd assez peu de ballons, et je pense que niveau playmaking défensif, les Pacers sont pas si dangereux que ça. Donc là, ça peut être intéressant si par rapport à ce qu'on a dit de l'autre côté, hein, souvenez-vous, le fait que les Knicks peuvent, eux, créer pas mal de turnovers potentiellement, mais donc, si de l'autre côté, eux, n'en perdent pas beaucoup des ballons, il y a déjà une première bataille remportée en termes de mathématiques, hein, de rentabilité, de jeu des possessions, donc un peu gratter de la valeur comme ça là-dessus, sur nous, peu de pertes de balles, mais en créer beaucoup chez l'adversaire, donc premièrement. Mais non, l'autre aspect, c'est aussi par rapport au rebond offensif. Et là, ça peut être véritablement un aspect clé, puisque les Knicks, pas cette année. Cette année, avec Kat, ils sont un peu moins typés rebond offensif qu'à l'époque avec Julius Randle. Voilà, à l'époque avec Randle, on était top 5 depuis 3 ans, même premier et deuxième en 2023 et 24. Donc on était vraiment sur une attaque d'élite du rebond offensif. Cette année, ils sont que 10e. Évidemment, ça passe par le fait que quand tu as un big dans le périmètre comme Kat, t'es pas autant autour du panier pour des rebonds que quand tu as un Julius Randle. Et en plus, Mitchell Robinson a été blessé une partie de l'année, ou pas bon une partie de l'année. Donc voilà, ça a aussi un peu diminué la moyenne de saison régulière. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une attaque qui est totalement capable de jouer cette carte. Et là, on se dit, la moyenne c'est 10e sur 30. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas élite. Mais ils peuvent vraiment être élite quand ils veulent. Et pas que vis-à-vis de tiens, il y a un joueur qui peut affecter beaucoup le match, ils sont aussi capables d'y aller et d'envoyer des vagues. Et donc un peu cet aspect de stratégie à l'échelle collective, d'envoyer des Josh Hart, des Anunoby, des Michael Bridges, des Mitchell Robinson aussi, qui peut avoir un rôle clé dans cette série par rapport à ça. Donc j'en parle d'autant plus que ça peut être une vraie force des Knicks pour compenser un peu le demi-terrain qui parfois n'est pas parfait, ou pour juste ajouter des points bonus, tir bonus, possession bonus et points bonus sur du rebond offensif. Souvenez-vous, il l'avait fait contre les Cavs il y a 2 ans, en 2023. On avait beaucoup parlé de ça, le côté le rebond offensif qui avait un peu bousculé nos amis des Cavaliers, un peu légers, mobiles mais un peu légers. Donc il y a cette carte à jouer. Les Knicks peuvent être élites là-dessus, et en plus, de surcroît, c'est un peu une des faiblesses des Pacers. Alors, ils sont un peu meilleurs que l'an passé et qu'il y a 2 ans, d'accord, mais ça reste tout de même une des pires équipes de NBA parmi les compétentes, on va dire, en termes de protection de ce rebond défensif. Et donc, c'est une équipe qui peut avoir tendance à autoriser et concéder beaucoup de rebonds offensifs. Donc là, c'est clé vis-à-vis de 2 aspects.
Le premier, c'est simplement la rentabilité, hein, l'aspect des points en plus. Donc, à surveiller cette bataille qui va la remporter parce que les Knicks peuvent ajouter pas mal de points bonus via cet élément-là. Mais de l'autre côté également, il y a aussi le fait que, très simplement, la transition est aussi liée au rebond offensif. Donc, mine de rien, à quel point les Knicks vont vouloir se jeter à corps perdu dans cette bataille, quand on sait que, de l'autre côté, si tu attaques à 3 le rebond offensif et que tu n'as pas le ballon, les Pacers peuvent partir en contre-attaque. Hein, c'est un peu le contre-coup d'attaquer le rebond offensif, c'est que tu peux être vulnérable à la contre-attaque puisque tu ne fais pas le repli. Tu attaques le rebond. Ça, vous le savez. Mais à quel point est-ce que les Knicks veulent y aller sur ce rebond offensif ou pas, vis-à-vis justement de la crainte des Pacers qui sont élites en transition. Donc peut-être que la contre-attaque des Pacers va un peu dissuader les Knicks d'aller à ce rebond. Ou alors, ça peut être l'inverse. Ou alors c'est peut-être justement, et peut-être contre-intuitivement pour beaucoup, de dire non, on attaque à fond le rebond offensif, comme ça, on va priver et dissuader les Pacers de partir, de se projeter en contre-attaque. Il y a un peu un aspect dissuasif de non, on peut pas commencer à se projeter en contre-attaque parce que les mecs, ils attaquent à 3 ou à 4 le rebond offensif. Et si nous, on commence à partir dans le camp adverse sans le ballon et sans que le rebond soit sécurisé, on va se faire punir. On va se projeter pour rien. Donc, encore une fois, ça peut paraître paradoxal pour beaucoup, mais il y a cet aspect parfois non, en fait, c'est quand tu attaques énormément le rebond offensif que tu peux aussi diminuer et dissuader même parfois l'attaque, l'équipe adverse de se projeter en transition. Donc, là-dessus, quand on connaît à quel point est-ce que ça peut être un élément pivot de l'attaque des Pacers et de la série en général, la contre-attaque des Pacers, je pense qu'il y a une bataille intéressante à suivre de ce point de vue-là, vis-à-vis du rebond offensif des Knicks et toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Donc voilà, par rapport à ça, la présence de Mitchell Robinson, évidemment, qui peut être véritablement clé, la stratégie collective. Voilà pour ce côté-là du terrain, l'attaque des Knicks contre la défense des Pacers, c'était les enjeux principaux. Et voilà pour ce podcast, cette série. J'espère que j'aurai réussi, en un temps un peu plus court que d'habitude, à faire ressortir les points intéressants à surveiller. Et non, vous n'aurez pas un pronostic de ma part. Moi, le pronostiqueur catastrophique, je ne veux pas jinxer l'une équipe ou l'autre, donc pas de pronostic cette fois-ci, mais je m'attends quand même à une très très belle série. En tout cas, je l'espère. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce format un peu plus court que d'habitude vous aura plu aussi. Bon, non seulement je suis un peu pressé par le temps, j'ai pas trop de temps avant de sortir, alors que la série commence bientôt ce soir, mercredi soir, dans la nuit de mercredi. Mais en dehors de ce manque de temps, il y a aussi tellement d'incertitudes, je trouve, en termes de match-up et en termes de comment la série va se dérouler, que je voulais pas passer sur beaucoup de temps et en grand détail sur tous ces éléments qu'on ne connaît pas encore. On en parlera quand ça arrivera. Mais voilà pour rapidement, un format un peu plus court de preview de les gros enjeux de cette série. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, voilà pour l'épisode 397. On se retrouve bientôt, je ne sais pas pourquoi, mais bientôt, peut-être pour parler du début des séries, peut-être pour autre chose d'ailleurs. Il faut qu'on parle des Cavs, la fin de saison des Cavs, peut-être parler un peu de draft, je ne sais pas, mais en tout cas, à très bientôt, n'en doutez pas. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre participation un peu partout, YouTube, iTunes, etc. Merci à tous, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.